Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Alphabet Squadron d'Alexander Freed. Je suis Jean-François et pour discuter du roman, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Jean-François. Alors Francis, depuis notre dernière émission il y a quelques jours, quoi de nouveau côté Star Wars ou côté Geeks? Étonnamment, vu la la courte période, quand même assez occupée côté Star Wars. Écoute, moi j'ai commencé l'écoute de Tron Treason, de Timothy Zahn. Par contre, après 3 heures, je me suis dit que je serais peut-être mieux d'arrêter et de me claquer la version française du 2e volume, si on peut appeler ça comme ça. Donc Tron Alliance, qui est sorti à la fin juin en français. Okay. Histoire que les noms, les personnages, les situations, etc. me reviennent, parce que là, c'est ça, je trouvais que j'étais un peu dans le champ, un peu mélangé là, avec la situation. Fait que c'est ça, je suis dans la lecture de Tron Alliance, pour le dire en français. Sinon, comme toujours, de la lecture de comics en VO et en VF. Ces temps-ci, il y a la série, évidemment, TIE Fighter, dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi la série Vador Target Vader qui vient de commencer. Donc, oui. Je trouve que jusqu'à maintenant, ça a un potentiel intéressant. Je sais pas si tu l'as lu de ton côté. Target Vader, non. J'ai une liste là, qu'il faut que je me rattrape là, pendant les vacances dans les prochaines semaines. Ouais, c'est ça, je te le suggère. C'est quand même pas pire. C'est ça que la couverture, là, on le voit comme sur un cheval avec un bouclier et une épée, là? Non, ça c'était la série qui est finie. C'était Dark Vision. Ah, ok. Donc c'était 4 numéros et complètement indépendants l'un de l'autre. Là. C'était comme un délire à chaque comics. Un genre de what if, là. Ouais, ou tu sais, comme la vision que les gens ont de Vader, là, ce qu'ils s'imaginent, etc. Disons que c'est très inégal d'un issue à l'autre. Là. C'est ça. Ils valent pas toute la peine. Mais non, Target Vader, c'est plus une histoire de chasseurs de primes, on va dire, d'assassins là, qui prennent comme contrat de tuer Vader. C'est une histoire canon, oui. Oui, c'est canon. De toute façon, c'est à part des rééditions rares, c'est pas mal tout ce qui sort, c'est canon maintenant. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, il y a Dengar dans le lot, je me demande s'il n'y a pas Bosk. En tout cas, ça s'annonce intéressant. Là. On va checker ça. Sinon, bon, un peu de Battlefront 2 en famille, là, et j'ai pris presque la totalité des épisodes de Galaxy d'Aventure sur YouTube. Parce que ça sera l'objet de notre prochain épisode de Star Wars en direct jeunesse. Donc c'est ça, les petits clips, ceux qui connaissent pas là, qui durent max 2-3 minutes max, là, c'est vraiment court, mais avec un design très manga là. Donc je les conseille à tous. Et de ton côté, Jean-François, quoi de neuf côté Star Wars en une semaine? De mon côté, moi j'ai fini Tron Treason. J'ai fini l'audiobook. C'est une bonne histoire. J'ai été un peu déçu par la fin. Mais bon, on va en parler dans un prochain épisode. Ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, c'est les voix. Il y a beaucoup de voix qui me font penser à d'autres affaires, comme la voix d'un Death Trooper qui fait penser à Batman. Puis je sais plus c'est qui le commandant. Il y a un commandant qui sonne pareil comme Sean Connery. C'est vraiment, c'est vraiment drôle. C'est vrai que c'est frappant. Là. Je sais pas c'est où l'Écosse dans la galaxie Star Wars. Là. Mais t'as tout à fait raison. C'est Sean Connery tout craché. Là. Puis même quand il fait des voix de filles, je sais pas, je trouve qu'il y a eu de la misère cette fois-ci avec les voix, là. Son jeu de voix, il était un peu... je trouve qu'il était très...
il créait beaucoup de distractions. Mais bon, je le conseille quand même. C'est une excellente histoire qui boucle bien la trilogie de Tron. Mm-hmm. Par rapport à ça, c'est pas mal ça. J'ai pas eu le temps de faire autre chose côté Star Wars. Donc, on va vous rappeler nos plus récents épisodes de Star Wars en direct. Il y a le Star Wars littérature numéro 34 où nous faisons la critique de Master and Apprentice, ainsi que le Star Wars jeunesse numéro 2 où Francis et Tamara discutent des 3 premiers numéros de Star Wars Adventures publiés chez Delcourt. Mm-hmm. On rappelle aussi que nous avons notre boutique sur Star Wars.direct, section boutique, où vous pouvez vous procurer des t-shirts Star Wars en direct, et si vous êtes en Europe, des tasses. Ouais, ben dans le fond, faites comme notre fidèle auditeur Claude Jalbert qui s'en est procuré un modèle rouge, donc c'est très actuel, ça fait très Sith Trooper en vue de l'épisode 9. Ouais. On salue Claude d'ailleurs. Oui, salut Claude. Et on va en profiter pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, notre sujet principal ce soir est la critique du livre Alphabet Squadron d'Alexander Freed. Donc, on va y aller avec le synopsis du livre qui est comme suit. Sur le point de remporter une guerre violente, 5 pilotes de la Nouvelle République passent de proie à chasseurs dans cette aventure Star Wars épique. Se déroulant après le retour du Jedi, Alphabet Squadron suit une équipe unique dont chaque membre pilote une classe différente de chasseurs alors qu'ils luttent pour achever la guerre une fois pour toutes. L'empereur est mort, son arme ultime a été détruite, l'armée impériale est en déroute. Au milieu du chaos, Erika Quell n'est que l'une des milliers de déserteurs de son ancienne cause, vivant dans un bidonville au milieu de d'autres déserteurs, jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée pour rejoindre l'escadron Alphabet. Formant un assortiment éclectique de pilotes et de chasseurs, les 5 membres d'Alphabet sont dirigés par la générale de la Nouvelle République Hera Syndulla elle-même. À l'instar d'Erika, chacun d'eux est un pilote talentueux essayant de trouver sa place dans une galaxie en plein bouleversement. Leur mission, traquer et détruire le mystérieux Shadow Wing, une force létale de chasseurs taille exerçant une vengeance sanglante et impitoyable au crépuscule de leur règne. L'unité nouvellement formée incarne le cœur et l'âme de la rébellion. Hétéroclite, pleine de ressources fougueuses et enhardie par leur victoire la plus audacieuse de ces dernières décennies. Mais passer de rebelles opprimés à des héros célébrés n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, et leur démon intérieur les menace autant que leur ennemi se trouvant parmi les étoiles. Les capricieux guerriers de l'escadron Alphabet devront apprendre à voler ensemble s'ils veulent protéger la nouvelle ère de paix pour laquelle ils se sont battus si durement. Donc, on remercie Star Wars Universe pour la traduction du synopsis. Et aussi, je veux juste mentionner que Alphabet Squadron est le premier livre d'une trilogie, dont le 2e tome est prévu pour l'année prochaine. Et Francis, si je ne me trompe pas, on a aussi su la date de la sortie française, la version française d'Alphabet Squadron. Oui, effectivement, c'est pour dès le début 2020, donc février 2020. Excellent. Donc, le temps d'attente n'est pas si long que ça pour ce livre. Effectivement. Alors, donc, on va y aller avec nos critiques sans spoilers du livre. Mm-hmm. Et ensuite, on va discuter, comme on fait pour les autres livres, discuter des événements ou des points que nous voulons apporter avec spoilers. Donc, Francis, je vais te laisser commencer avec ta critique sans spoilers. Ouais, ben je vais commencer par mentionner quelques petits points plus techniques. Dans le fond, c'est le 3e roman du canon pour Alexander Freed après l'adaptation, la novélisation, comme on dit, de Rogue One. Et l'excellent, si
je peux donner mon avis, l'excellent Battlefront Twilight Company, qui était sorti aussi en français, je crois, il y a plus d'1 an maintenant. Donc, c'est aussi Alexander Freed, c'est quand même, tu sais, on parlait la semaine dernière de Claudia Gray qui respire du Star Wars, qui connaît très bien son Star Wars. C'est vraiment le cas aussi d'Alexander Freed, c'est un vieux de la vieille. C'est quelqu'un qui participe à l'écriture régulièrement des beaux livres, donc les livres le plus encyclopédiques. C'est un gars qui avait été scénariste aussi sur les Star Wars The Old Republic, que je crois que c'était chez BioWare dans le temps. Donc c'est ça, c'est un gars qui connaît très bien son Star Wars. Bon, les auditeurs ont trouvé que je me répète, mais encore une fois, je trouve la couverture est magnifique. Je sais pas, le orange pétant là, avec le mauve. En bref, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection, là, dans ma bibliothèque. La couverture, excuse, je voulais juste dire la couverture, ce que j'aime aussi, c'est le design, il est simple. Tu sais, c'est pas. C'est simple et efficace. Ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'on est d'une bonne période en ce moment. C'est pour ça que je disais qu'il y en a qui vont trouver que je me répète. Mais autant il y en a que j'avais trouvé lettres par le passé, autant depuis au moins le début de l'année, là, je suis très très gâté de ce côté-là. Sinon, au niveau de l'histoire, ça se passe en +4, donc après le retour du Jedi. Tu l'as mentionné un peu dans le synopsis, mais on n'est plus à l'époque de la rébellion, on est maintenant à l'époque de la Nouvelle République. Donc, c'est plus les forces rebelles, c'est les forces républicaines. Sinon, on peut mentionner que, ça tu l'as dit, c'est le premier volume d'une trilogie planifiée et non un récit indépendant. Donc, ça a pour conséquence que la structure du livre est peut-être pas la même que si ça avait été un volume indépendant. Je pense que dans les critiques que j'ai lues, entre autres, là, sur Alphabet Squadron, il y en a qui disaient que c'était une méga introduction. Là. C'est ça. Mais comme c'est le premier volume d'une trilogie, moi, en tout cas, j'ai essayé de garder ça en tête là, pendant ma lecture, ou plutôt mon écoute là, de cet audiobook-là. Sinon, je mentionnerais aussi, avant d'aller de l'avant, que c'est un crossover, si on peut dire, avec Marvel. Donc, chez Marvel, c'est un comics qui s'appelle TIE Fighter, une série de 5 numéros, si je me trompe pas. Il y en a 4 de sortie jusqu'à maintenant. C'est plus ou moins crossover dans la mesure où ça se passe avant. Fait que le comics, c'est plus un préquel que vraiment un crossover qui se passerait en même temps. Je sais que tu as lu les 3 premiers numéros. Jeff, moi aussi j'ai fait la lecture de ça récemment. De ton côté, comment tu as trouvé la série de comics? Honnêtement, je l'ai trouvé en tout cas, je vais en parler quand ça va être ma critique plus en détail, mais j'ai trouvé mieux que le livre. Ah, ok. Tu vois, moi, le comics, j'ai trouvé qu'il y avait quelques concepts intéressants. J'ai aimé, entre autres, au niveau d'avoir de la bataille spatiale, etc. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque de quoi. On n'est pas pris par les personnages. Je l'ai pas mentionné, mais c'est ça. Dans le comics, on suit des chasseurs-têtes, dans le fond, des pilotes de chasseurs-têtes de l'Empire, alors que au niveau du livre, on est du côté des rebelles et maintenant de la Nouvelle République. Donc, c'est vraiment... Moi, j'aimais le concept quand ils ont annoncé ça, mais je sais pas, je trouve le comics, il manque un petit peu là, d'intérêt. Et jusqu'à maintenant, après 4 numéros, on peut pas dire que les liens avec le livre ou avec la trilogie de livres sont énormes. On a croisé, 2 personnages peut-être là qu'on retrouve dans le livre jusqu'à maintenant. Ouais, donc, c'est ça que j'allais dire moi aussi. Ouais, c'est ça que j'allais dire, que la bande dessinée, qu'ils l'ont vendue comme c'était une nécessité de lire, ce n'est pas du tout une nécessité. Peut-être juste pour connaître plus comme le vilain du livre Alphabet Squadron. Puis du premier volume seulement. Mais c'est ça. Moi je souligne par contre, là, je mentionne là, au niveau positif qu'il ait repris des personnages et des situations de l'autre série de comics qui s'appelait Solo Cadet Impérial. Série qui sort d'ailleurs en français là, dans quelques semaines, je crois. Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant là, de ramener dans Solo, évidemment, on est quand même 30 ans plus tôt, là, ou presque. Là, fait que j'ai trouvé ça intéressant de ramener les soldats version plus vieux. Mais c'est ça. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ce sera pas le comics de l'année, on va dire ça comme ça.
Pour revenir à notre livre, bon, j'ai parlé de TIE Fighter. Je mentionnais qu'il y a énormément de références, une grande quantité de références aux autres œuvres de la même période. Donc, je pense évidemment à la trilogie Riposte de Chuck Wendig, Aftermath en anglais. Le plus évident aussi serait peut-être le comics Les Ruines de l'Empire. La série de comics, en anglais, c'était Shattered Empire. Ouais. Donc, qui se déroulait là, tout de suite à la fin du retour, même pendant les dernières... le dernier 20 minutes, on va dire, du retour du Jedi, là, et après. Et bon, ben, comme il s'est bâti du stock depuis, par-dessus ça, il y a la campagne aussi du jeu Battlefront 2, qui a beaucoup de références à ça dans Alphabet Squadron. Fait que ça, pour un tripeux de cross-média comme moi, ben, c'est sûr que ça fait ma journée. En termes d'inspiration et compagnie, ça, et l'auteur et la compagnie d'édition Delrin nous l'avait annoncé dès le départ, il y a une forte inspiration de la série Rogue Squadron à l'époque légende et de la série X-Wing. Donc on est dans de la bataille spatiale, on suit des pilotes de chasseurs, donc évidemment là, c'est sûr qu'il y a une forte inspiration de ce côté-là. Le titre Alphabet Squadron, tout le monde, ça a tiqué tout le monde je pense quand ça a été annoncé. Tout le monde se disait c'est quoi ce nom-là? Fait que j'ai beaucoup aimé comment Alexander Freed amène ça dans le livre. Donc, c'est pas est-ce que je le mentionne tout de suite? C'est-tu un gros spoiler à ton avis? J'ai l'impression que c'est pas dramatique, mais bref, c'est que c'est pas un titre là, trouvé, mettons, par l'état-major ou les services de renseignement. C'est un surnom péjoratif que l'équipe se fait donner par les autres vrais pilotes, là. Donc c'est ça, c'est amené comme à la blague et ça reste par après. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même la bonne façon de l'amener. Il y a beaucoup de similitudes avec la trilogie Riposte. Je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Évidemment, c'est une trilogie. On est exactement dans la même période ou juste après. Ou non. En fait, c'est ça dépend de quel livre. Sinon, on a encore comme personnage principal une pilote qui forme une équipe de chasseurs d'impériaux. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit, ok, ça ressemble à Riposte, mais les comparaisons s'arrêtent là. J'expliquerai en spoilers tantôt là, un peu plus au niveau de l'histoire, mais on s'éloigne quand même de Riposte là, relativement vite. Côté personnage, faire une petite présentation rapide en plus de la lieutenant Irika Quell qu'on a mentionné en synopsis, donc une ex-impériale pas convertie, on peut dire convertie là, dans tes cas, qui est maintenant du côté de la République. Ouais, qui a déserté. Ouais, qui a déserté et qui a été recruté, bref, pour la République, et qui vole un X-Wing, donc elle vole à bord d'un X-Wing. D'ailleurs, je peux tout de suite mentionner que j'ai trouvé son adaptation, elle qui volait dans un chasseur-taille. On vit son adaptation pour un chasseur X-Wing, là, c'est quand même assez différent. Le reste de l'équipe est composé d'un dénommé Nat Tenzin, donc un humain qui pilote un Y-Wing, un dénommé Will Lark, donc un autre humain à bord d'un A-Wing. Ensuite, on a Shasna Shadik, donc elle, c'est une Tillin, à bord d'un B-Wing, mon vaisseau de Star Wars préféré, le B-Wing. Une Tillin, pour ceux qui n'auraient pas la moindre idée, c'est quoi? C'est une espèce alien qu'on connaît depuis le retour du Jedi. Donc une espèce qui a comme, on pourrait dire, 3 petites cornes sur le côté de la tête, là, au niveau du front, de chaque côté, puis qui ont une peau... toujours des couleurs vives, là, éclatées. Il me semble dans la série Clone Wars, il y avait une chasseuse de primes qui était mauve. Il y en avait un autre vert un moment donné. En tout cas, bref, c'est une espèce là, aussi vieille que la trilogie originale. Et le dernier personnage s'appelle Kairos. Lui, l'espèce est inconnue. On sait que c'est une femelle, mais on sait pas autre chose. À bord d'un U-Wing, donc pilote une canonnière, si je me trompe pas, là, le terme en français. Un U-Wing, donc c'est ça, c'est pour ça que c'est Alphabet Squadron, donc tous dans des vaisseaux différents. Donc des personnages principaux bien travaillés, on a un bon background intéressant et conséquent. Dans le fond, leur comportement d'aujourd'hui vient être expliqué au cours du récit par ce qu'ils ont vécu dans le passé, donc ça j'ai trouvé ça intéressant.
Le seul un peu plus mystérieux, c'est Kairos, comme je disais tantôt, là, qu'on sait pas, même pas c'est quelle espèce. J'imagine que dans les 2 prochains tomes, on va en savoir plus sur ce personnage-là. Peut-être même un nom connu, là, un personnage qu'on aurait déjà croisé dans une autre œuvre. En tout cas, ça, c'est mon petit côté, là. Je me croise les doigts là, pour des easter eggs comme ça. Je m'étais noté moins de personnages que dans le roman précédent d'Alexander Freed de Battlefront Twilight Company. Donc, moins compliqué à suivre. Il faut comprendre que Twilight Company, c'était un peu le Band of Brothers, là, le frère d'armes. C'était vraiment des soldats d'infanterie, donc il y avait beaucoup de personnages. C'était dur c'était dur à suivre, là, des fois, là, qui est tel nom, c'est quelle race. Donc, ici, c'est réduit. Ça aide un peu. On est quand même, comme Twilight Company, on est encore dans du roman de guerre qui suit une petite équipe là, avec tout ce que ça implique. L'adaptation de Rogue One puis maintenant Alphabet Squadron, je trouve qu'Alexander Freed vraiment maîtrise le concept du roman de guerre. Il excelle là-dedans. Tous les thèmes de fraternité entre les soldats, les démons qui vont avec la guerre, un peu les chocs post-trauma, etc., les implications organisationnelles, logistiques. Donc, tu sais, quand on parle d'un roman de guerre, je pense que vraiment Alexander Freed maîtrise ça. Je m'étais noté aussi les relations au niveau des grades entre les soldats, les sous-officiers, les officiers, etc. Donc, tout ça, là, je trouve que pour ce qui est du canon Star Wars, c'est vraiment lui qui maîtrise le mieux ça. Il y a aussi l'aspect que la guerre, c'est sale. Même dans le camp des justes, donc ça dans le canon on a ça de plus en plus là. Le plus classique c'est Rogue One, Cassian Andor qui exécute son contact au début du film, mais je trouve ça bien, ça me fait penser un peu à Game of Thrones là, pour ça là, qui nous a offert du Moyen-Âge fantastique mais version sale, version un peu plus rude que ce qu'on avait avant dans le fantastique. Ben c'est ça, je trouve que Star Wars comme c'est souvent ciblé pour enfants, a tendance à être très beau, très poli, très pas de sang, etc. Donc là, on est dans les traumatismes de guerre, les démons que le monde traîne. Donc, c'est ça. C'est du grand Alexander Freed. Le dernier point, je vais juste souligner les batailles aériennes que j'ai trouvé très intéressantes et que j'ai pas vraiment de misère à qualifier de meilleures batailles aériennes du canon. Dans le sens où il n'y en a pas eu tant. Dans le canon, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de série comme ça, là, de livres de combat aérien. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle addition au canon. Donc, je sais déjà que ma note va te faire sourciller, Jeff, parce que je sais qu'on n'a pas eu la même appréciation. Mais moi, écoute, j'y vais par notation négative, là, et j'ai eu beau chercher, la liste des choses négatives là-dedans, je trouve c'est très limité. Il y a peut-être le rythme un peu dans les 2 premiers tiers, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait, il y a des choses que j'attribue au fait que c'est le premier volume d'une trilogie. Donc clairement, je mettrais une note un peu plus basse si c'était un indépendant, on va dire, un livre tout seul. Mais là, comme c'est une grosse, c'est l'introduction d'une trilogie, je peux accepter que au moins la moitié du livre soit une introduction, là, une présentation de personnages et compagnie. Fait que pour tout ça, je lui ai donné un excellent 18 sur 20. Ah, mon Dieu. Donc, donc une très bonne note pour ce Alphabet Squadron que je conseillerais là, à n'importe qui trippe sur justement les histoires de guerre dans Star Wars. Mm-hmm. All right. À toi, Jeff. Ok, à moi. Bon, moi, j'ai pas aimé le livre autant que toi. Ça, je pense que je l'ai dit depuis le début. Bon, je vais commencer avec le positif. Comme tu as mentionné, la couverture, je la trouve superbe. Elle est simple et elle est très efficace. Sauf que le titre Alphabet Squadron, hein, comme tu l'as dit, quand on a su ça, on a tout fait comme ok. Mais de l'autre côté aussi, c'est qu'on était comme ils vont faire comme X-Wing, la série X-Wing qui est de l'ancien canon. Mais c'est pas tout à fait comme ça.
encore une fois, ça c'est mon orgueil de laisser tomber la côté légende, que ça a l'air que j'ai de plus en plus de difficultés à faire parce que je compare tout à ce qui a été fait avant. T'es un nostalgique, ouais, je sais. Jeff, c'est ça. Donc la couverture est super belle. Les personnages, je les ai trouvés corrects. Quell est une personnage qui est quand même assez intéressante. Pour moi, ce qui sauve vraiment tous les personnages ensemble, le groupe, c'est l'inclusion de Hera Syndulla de la série Rebels. Puis ce que j'ai été agréablement surpris, c'est qu'elle n'a pas juste un caméo, mais elle fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Donc, j'ai trouvé ça super cool qu'il intègre des personnages de la série des personnages, elle, qui ont intégré Hera dans le livre. Comme il avait fait avec le livre A New Dawn, qui était le premier livre du nouveau canon, là, qui mettait en vedette Hera puis Canon, merci. Donc, ça fait que ça, j'ai trouvé ça super cool. Le lien avec la série de BD TIE Fighter, il est là, mais il est pas nécessaire. Donc, ça, je trouve que pour ça, ils ont raté leur coup. Parce que c'était quand ils ont fait l'annonce des deux séries, c'était comme, hey, c'est le premier gros crossover Marvel, Del Rey, un livre qui vous montre le côté de l'Empire, puis l'autre qui vous montre le côté rebelle. Puis c'était comme super intéressant comme concept. Mais je trouve que côté exécution, ils ont pas été assez loin. Je pense que si vous lisez simplement Alphabet Squadron, vous ne manquez rien. Donc, c'est pas nécessaire de lire la série TIE Fighter. J'ajouterais peut-être sous réserve du dernier numéro, hein, parce qu'il reste encore un numéro à sortir. Ouais, effectivement. Pour la seule raison pourquoi je vous conseillerais de lire TIE Fighter, c'est pour le personnage de Grandmother, qui est comme le vilain de l'Empire qu'on voit dans Alphabet Squadron, mais qui va simplement être dans le premier tome de la trilogie. Puis aussi pour en connaître un peu plus sur Shadowwing, parce que la série TIE Fighter met en vedette Shadowwing. Donc, pour ça, oui, mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Donc, si vous êtes capable d'avoir les BD de façon assez économique, faites-le. Sinon, comme je vous dis, là, c'est pas une nécessité. Ce que j'ai moins aimé, c'est exactement... J'ai trouvé que l'histoire, on l'a déjà vu. Hein? On l'a vu, puis ça, c'est en lien avec tout ce que ça l'emporte. Hein? Comme tu dis, la série Aftermath de Chuck Wendig, c'est quasiment comme lire sa trilogie, un peu, là, parce que c'est comme en parallèle. Si vous avez fait la campagne de Battlefront 2, si vous avez lu Shattered Empire, donc il y a comme... Je comprends que là, tout est canon, puis tout est en lien, puis tout, mais c'est comme... J'ai trouvé que c'était du déjà vu, c'était du déjà lu. Donc c'est peut-être ça, je pense, qui m'a agacé. Il n'y avait pas assez de nouveau. Mais j'ai trouvé que la façon que ça se termine, il n'y a pas un punch que t'es comme waouh, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième livre. Il n'y a pas puis il n'y a pas un vilain clair non plus dans l'histoire, parce que le supposé vilain qu'il y avait dans la première histoire, elle va pas être dans les livres suivants. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Il manque ça. Il n'y a pas cette intrigue-là d'avoir un vilain. Habituellement, dans une trilogie de livres, t'espérais qu'à la fin du premier livre, ton histoire est en place, que là, tu veux savoir c'est quoi l'intrigue, pis qu'est-ce qui va arriver, pis tout ça. Malheureusement, j'ai pas ce sentiment-là avec ce livre. Mais pour revenir à la façon d'écrire d'Alexander Freed, comme tu as mentionné, lui aussi, il connaît beaucoup Star Wars. Il connaît beaucoup ce qui est guerre, ce qui est bataille, ce qui est les soldats au front, tout ça, on le vu avec Twilight Company. Mais aussi, dans celui-ci, ces batailles spatiales, j'ai trouvé que c'était vraiment cool la façon qu'il décrit puis tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé super intéressant. Mais c'est comme je dis, pour moi, les personnages sont pas assez attachants que j'ai hâte de lire le deuxième. Si je vais le lire, c'est sûr. Mais je sais pas. Je suis resté beaucoup sur mon appétit.
Donc, moi, ma cote à moi de ce livre, c'est un 11 sur 20. Tout à fait l'opposé de toi, Francis. Ouais, ben écoute, mais t'as des très bons arguments là. Je suis d'accord quand même avec les points que t'as amenés, honnêtement. C'est vrai que au niveau des personnages, j'avais quand même observé que c'est pas nécessairement les plus attachants. Puis t'as pas tort sur le côté, est-ce qu'on a tout de suite envie de lire le deuxième? Mais écoute, moi aussi j'ai hâte de voir comment il va pouvoir virer ça. On va en parler plus dans la section spoilers. Mais c'est vrai que ça finit pas. C'est pas une fin à la sitcom. Ben pas la sitcom, mais aux séries Netflix là, que ça finit. Ouais. Tu veux absolument tout de suite écouter le suivant. Donc ouais. Ça effectivement t'as pas tort. Ouais, une chose que je veux juste mentionner, que j'ai oublié de mentionner, c'est que le titre Alphabet Squadron, puis comme tu l'as mentionné, c'est pas le nom du squadron, mais c'est un nom qui leur est donné. Parce qu'écoute, personne a confiance en eux, sont sous-estimés, Donc c'est un peu, dans le fond, l'histoire, c'est un peu comment ils réussissent à s'assembler puis à travailler ensemble. Parce que c'est 5 pilotes qui sont totalement différents, des personnalités tout à fait différentes. Donc, c'est ça, cette partie-là, j'ai trouvé ça intéressant, comment à la fin, ils réussissent à s'unir puis travailler ensemble. Ça, c'était super cool. Donc, j'espère que cette partie-là, on va en avoir plus dans les prochains livres de la trilogie. Parce qu'il faut qu'ils développent plus les personnages. Pour moi, il faut qu'ils développent plus. Surtout quand on regarde un personnage comme comment elle s'appelle? Kairos. Ouais, exact. On sait absolument rien. Je pense qu'elle a une phrase dans tout le livre. Puis c'est tout. Ouais, ben c'est ça. C'est le personnage mystérieux qu'on sait pas trop c'est qui. Puis, ouais. Puis tu sais, de son image qu'il avait présentée, elle a un masque dans le visage, donc on sait pas c'est qui, on sait pas de quoi qu'elle a l'air. Comme je te disais hors d'onde, elle me fait penser à Snake Eyes dans G.I. Joe. Donc c'est un peu ce que je voyais. Mais bon, on va voir dans les prochains livres. Mais bon, c'est ma critique pour ce livre. Excellent. Donc, maintenant, nous allons aborder des points ou des choses que nous avons remarquées dans l'histoire. Donc, on s'en va plus en territoire spoilers. Donc, si vous voulez pas entendre ces discussions, je vous conseille d'arrêter l'épisode à ce point-ci et vous pouvez revenir une fois que vous aurez lu Alphabet Squadron. Sinon, vous êtes avertis. On prend pas la responsabilité de vous avoir gâché le plaisir. Et voilà. Vous êtes un public averti. Donc, Francis, je vais te laisser y aller avec les points que tu as remarqués, puis on va comparer ce que j'ai aussi. Ouais, ben dans le fond, on va commencer. C'est ça, on a parlé des ressemblances avec Riposte, avec X-Wing ou Rogue Squadron. Cette fois-ci, dans le fond, contrairement à ces exemples-là, on suit la rédemption d'une ex-impériale, Erika Quill, qui était pilote de chasseur-tête, qui a déserté, comme on le disait, principalement à cause de l'opération Cendre. Un peu comme Iden Versio aussi dans Battlefront 2. La particularité par contre, c'est que cette fois-ci, contrairement à Iden Versio, qui dès le départ de l'opération Cendre, en plus c'était sur sa planète, là, a constaté l'absurdité de la chose et a tout de suite joint la rébellion. Ben dans ce cas-ci, c'est pas ça. Erika Quill a participé à la destruction de au moins 2 ou 3 mondes, je pense. Il y avait Vardos qui était mentionné. Il y avait aussi 2 autres qui, si je ne me trompe pas, avaient été mentionnés dans le comics Shattered Empire. Donc l'opération Cendre, pour ceux qui n'auraient pas la moindre idée de quoi on parle ici, c'est essentiellement le plan de Palpatine pour que l'Empire ne lui survive pas. Ou en tout cas pour qu'il y ait juste les meilleurs éléments qui y survivent. Donc le but était de détruire complètement des mondes et sacrifier énormément d'éléments de l'Empire dans des batailles futiles. Ouais, c'était surtout comme des ressources pas économiques, mais des ressources qui aidaient justement à fournir à l'Empire les richesses finalement, là, des richesses naturelles. Donc ouais, c'est ça, excuse. Puis c'est ça, le classique de cette opération-là, c'était les droïdes recouverts d'une toge rouge avec un espèce de
de bulle à la place de la tête avec un hologramme de Palpatine qui donnait des ordres à certains officiers. Donc, c'est l'image qu'on avait vue, entre autres, dans Battlefront 2, mais dans le fond, c'était apparu à l'origine dans le comics Les Ruines de l'Empire. Donc, c'est drôle, avec le temps, quand on repense, quand ce comics-là est sorti, c'était juste un petit comics, une série de 4 numéros, je pense. 5 gros max. Et bon, qui aurait cru qu'il y aurait autant de stock bâti après, à partir des fondations de ce petit comics-là. Ouais, parce que tout le monde cherchait le lien au début avec le réveil de la Force, parce que ça faisait partie du Road to Force Awakens. Là. Ouais, exact, c'est ça. Puis, les liens, ils étaient faibles, là, à part que ça mettait en scène les parents de Poe Dameron. Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça, les liens. Mais depuis le temps, la trilogie Riposte s'est bâtie un peu dessus. L'histoire de Battlefront 2, maintenant, il y a ça. Non, je trouve que moi, en tout cas, j'adore là, qu'il y ait une cohérence comme ça dans les différentes œuvres. Pour revenir à Eric Cockwell, ben c'est ça, c'est une personnage qui traîne énormément de remords puis de regrets à cause de ces opérations-là. Et en plus, c'est qu'on apprend qu'elle avait joint l'Empire uniquement pour apprendre à voler et planifiant, dans le fond, dès le départ, de rejoindre éventuellement les rebelles. Donc, c'est vraiment pas une fanatique. Aiden Versio, elle, c'était la fanatique là, impériale ou la soldate là, par excellence là, qu'on met sur les affiches. Erika Cockwell, c'est pas ça du tout. Donc, elle avait déjà comme plan de déserter, mais elle l'a jamais mis à exécution parce qu'elle a fini par, comme elle explique, elle se battait pas pour l'Empire, ou elle se battait pas contre la rébellion, mais elle se battait pour ses frères d'armes. Donc, justement, quelque chose que Alexander Freed amène souvent là, dans ses récits. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant au niveau motivation et compagnie. Donc, comme tu l'as mentionné tantôt, elle est plus ou moins emprisonnée au début du récit là, avec les autres déserteurs de l'Empire et elle est recrutée par un agent des services de renseignement de la Nouvelle République, nommé Adan, donc Caern Adan. C'est un balossard, donc ceux qui se demandent c'est quoi ce bruit-là que je viens de faire avec ma bouche. Un balossard, c'est l'espèce de celui qui vendait des bâtons de la mort dans l'épisode 2 et que Obi-Wan a envoyé réfléchir à sa vie. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, autrement dit, un humain avec des petites antennes sur la tête. Mais, et une drôle de coupe de cheveux. Et bref, c'est ça. L'agent des renseignements, il veut cibler, il fait une obsession sur l'escadron impérial, l'ancien escadron de Eric Cockwell qui se nomme Shadow Wing, comme tu as mentionné tantôt. Donc, de là l'intérêt de recruter Eric Cockwell. Mais comme je mentionne, c'est un agent des renseignements. Donc, au départ, c'est pas un escadron de chasseurs. Donc, je pense que c'était aussi ça au niveau surprise, vu qu'il nous parlait des comparaisons avec X-Wing puis avec Rogue Squadron. Ben là, on n'est pas dans un escadron typique de pilote de chasse, là, de l'Air Force, on va dire. Mm-hmm. Donc, ça, j'ai trouvé que ça faisait différent un petit peu. Ça va le devenir avec le temps, mais c'est ça, au départ, on l'est pas. L'entraînement de l'équipe au début est très difficile. Écoute, ils sont zéro coordonnés. Faut dire qu'ils ont des vaisseaux très différents. Il y a un manque de leadership. Dans le fond, Erika Cockwell a beaucoup de doutes et de démons en elle. Elle considère qu'elle mérite pas le leadership de l'escadron et que elle comprend pas comment ces pilotes là, pourraient la respecter, etc. Donc, il y a beaucoup de conflits de personnalité aussi au sein même de cette petite équipe-là. Il y a deux personnages, je crois que c'est Will et Chess. Bref, qui ont un passé commun là, et que ça fait juste s'empirer là, jusqu'à la fin du livre. Mais c'est ça, c'est loin d'être la bonne entente. Ouais. Ça, par contre, quand on disait tantôt le rythme, ça c'est la période la plus mollo du livre. Ouais. Donc, on est dans de la construction de personnages et de relations. Là, donc, pas beaucoup d'action dans ces bouts-là. Je m'étais noté, justement, je parlais de la coordination entre les 5 vaisseaux, tout ça. Dès le départ, quand ce livre-là est annoncé, on parlait de l'illogisme d'avoir un escadron de 5 vaisseaux différents, avec des vitesses différentes, des capacités différentes, des rôles au combat différents. Donc, on parle ici d'un chasseur léger, d'un chasseur polyvalent, d'un bombardier léger, un bombardier lourd, puis une canonnière. Donc, par contre, j'ai été très agréablement surpris. Tu sais, je m'attendais à une explication boboche.
J'ai été vraiment agréablement surpris par comment c'est amené puis comment c'est construit. Dans le fond, c'est que les vaisseaux, c'est ça, c'est pas un escadron de chasse formé par la Nouvelle République en tant que tel. C'est que chacun de ces personnages-là, ben, il y a Irika qui vole un X-Wing, comme j'ai mentionné tantôt, et les autres, c'est des survivants. Donc le vaisseau est venu avec, on va dire. Donc c'est un vaisseau qui manquait plus à personne parce que tout le reste de leurs escadrons et de leur flotte, etc., n'existait plus. Donc c'est pour ça que cet agent des renseignements-là se ramasse à une équipe de 5 pilotes avec 5 vaisseaux différents. Puis c'est ça, ça n'a rien à voir avec un escadron d'aviation comme Red Squadron, Blue, Gold, etc. C'est vraiment plus un commando, mais aérien. Donc, chacun a ses tâches, ses capacités bien à lui. Donc, tu sais, puis ils volent pratiquement jamais ensemble. Fait que, tu sais, dans les illogismes, là, on parlait de comment que tu veux faire une formation avec ces 5 vaisseaux-là. Ouais. Ben, c'est ça. Ils volent pas ensemble. Ils font chacun leur rôle. Des missions plus de type infiltration et non supériorité aérienne, etc. Là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien trouvé de la part d'Alexander Freed. T'as parlé de Hera Syndulla tantôt. Oui. Donc moi aussi, ça m'avait surpris parce que j'ai pris Alphabet Squadron peut-être 2 semaines là, après sa sortie, 1 ou 2 semaines, et j'avais déjà vu quelques petits spoilers, ben pas nécessairement des spoilers, mais des petites critiques, puis certaines disaient Hera est presque pas présente. J'ai été très agréablement surpris parce que là je m'attendais à un petit caméo. Puis, mais là, je veux dire, c'est quand même un personnage très très présent là, tout au long du livre. Puis ça s'annonce pour qu'elle soit là dans les autres aussi. Ouais, c'est donc, ça. C'est comme une fois que les 5 pilotes sont ensemble, elle est présente, puis elle est là jusqu'à la fin du livre. Donc, c'est à peu près à moitié du livre, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, elle n'a pas un rôle de figuration. Là. Non, c'est ça. C'est quand même intéressant. Dans le fond, faire un topo rapide, c'est qu'Hera, à ce moment-là, est à la tête d'une flottille de la République, de la Nouvelle République, et elle accepte d'héberger à bord de son vaisseau capital, là, qui s'appelle d'ailleurs le Lot Star, donc en souvenir de Lothal. Elle accepte d'héberger l'escadron en question, l'équipe, on va dire, là, et de servir de base d'opération mobile pour cette équipe-là, qui a rien à voir avec... qui fait vraiment ses petites missions à eux. Là. Ils essayent de retrouver et d'exterminer Shadowwing. Elle accepte à ses conditions, et notamment les conditions, c'est de donner le contrôle opérationnel de l'escadron, en tout cas au niveau du combat, à Eric Cockwell, alors que jusque-là, c'était l'agent des renseignements qui dirigeait. Mais dans le fond, comme elle lui explique, lui c'est un analyste de renseignement, c'est pas un chef d'escadrille, il a aucune expérience de combat, etc. Donc c'est Eric Cockwell qui, comme ça, se retrouve rapidement d'une situation de déserteur de l'Empire à un chef d'escadron là, dans la Nouvelle République. T'as sûrement remarqué toi aussi, mais il n'y a aucune présence ou mention du fils de Hera et Kanan. Non, c'est vrai. Qu'on voyait à la fin de la série Rebels. Donc, est-ce qu'il y a une garderie présente sur le vaisseau? Est-ce qu'il a été confié à sa famille sur Rylot? Bref, on sait pas. Ouais, parce qu'elle, dans le fond, c'est les autres qui font son vaisseau. Là, son équipe sont en charge de libérer les voies d'hyperespace. Là. Parce qu'ils essayent ils font le ménage. Ouais, ils font le ménage, ils enlèvent tout comme les carcasses de vaisseaux impériaux abandonné puis tout ça. Donc, il n'y a aucune mention de son fils ou quoi que ce soit là-dedans. Là. Non, il y a quand même une petite référence à la mort de Kanan. Évidemment, il faut avoir vu la série pour comprendre. Spoilers. Mais, c'est ça, désolé, Kanan meurt. En passant, Han Solo meurt aussi dans un film. Mais c'est ça. Je pense que c'est dans une conversation qu'elle a avec Erika, c'est justement au niveau des démons qui les hantent et tout ça. J'ai trouvé ça bien le fun. Sur un autre personnage, je l'ai mentionné tantôt, la grand-mère, personnage très intéressant. J'ai été surpris, justement, je trouvais que ça faisait changement des personnages impériaux auxquels on était habitué. En fait, là, on l'appelle grand-mère, mais c'est le surnom que les pilotes lui donnent à cause qu'elle est très vieille. Ouais. C'est une officière de l'Empire là, qui dirige le Shadowwing, mais c'est ça, dans le fond, elle a même connu la guerre des clones, là, elle était déjà en poste, donc
c'est ça, c'est celle, comme tu disais tantôt, qui est la plus présente dans le comics, là, TIE Fighter. De son vrai nom, la colonel Shakara Nures. Ouais, ben c'est ça, je trouve qu'il a bien fait de lui donner un surnom, c'est plus facile, grand-mère. Ouais. Elle fait penser un peu à Tarkin, hein? Moi, elle m'a fait penser à Tarkin, là. Ouais, un petit peu, mais tu sais, en moins folie des grandeurs un peu. Ouais. Tu sais, elle est plus sur le plancher des vaches, là, Ouais. t'sais. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que tout le long, c'est la même chose dans le comics, elle arrête pas d'appeler les forces de la Nouvelle République des séparatistes. Puis elle dit les rebelles aussi, elle les appelle les séparatistes. Puis quand elle se fait reprendre par d'autres, elle dit ben c'est quoi la différence? T'sais, on combattait les séparatistes, on a continué de combattre, puis effectivement, souvent, c'est les mêmes mondes séparatistes qui ont continué de se battre après contre l'Empire. Fait que j'ai trouvé la formule bien le fun, là, ça monte peu importe la job que vous faites dans la vie, vous connaissez un vieux de la vieille là, qui a son langage là, à l'ancienne, puis fait que ça, j'ai bien aimé ça. Vu qu'on parle d'elle, on va parler de sa mort parce que, écoute, c'est vraiment. Ouais. Je trouve ça drôle. Ben, pas drôle, mais tu sais, elle meurt, puis elle essaye de parler justement aux sentinelles parce qu'elle, tu sais, elle veut l'approbation comme quoi qu'elle a fait, tu sais, elle accomplit sa mission, là. Ouais, ben on l'a pas mentionné, mais c'est ça. Elle obéit depuis le début de l'opération Cendre. Elle a une sentinelle avec elle, là, les droïdes en rouge dont on parlait tantôt. Ouais, c'est ça. Puis là, quand elle meurt, tu sais, elle veut avoir absolument, tu sais, comme l'approbation, comme quoi qu'elle accomplit sa mission, puis que, tu sais, mais elle l'a pas, puis elle meurt avant, puis là. C'est ça. C'est bien fait pour toi, la génocidaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu le disais tantôt dans l'autre section, là, c'était un mini spoiler, on va dire, mais c'est vrai que là, ça fait. Tu sais, c'était un peu la grande vilaine de l'histoire. Et elle meurt à la fin de ce premier tome-là. Ouais. C'est certain que, comme tu dis, bon, c'est plate, elle sera pas dans les autres volumes. Par contre, j'ai trouvé intéressant qu'elle est comme remplacée pour diriger le Shadowing par celui qui avait formé Eric Cockwell quand elle était dans l'Empire. Fait que ça, je me dis, la dynamique va peut-être être là aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant là, qui aurait pu être creusé beaucoup plus. Là. Ouais, parce que tu l'as dit, c'était vraiment le personnage, du moins pour le moment, là, c'est le personnage le plus intéressant de la série TIE Fighter. Ouais, effectivement. Dernier détail d'ailleurs qui me revient sur TIE Fighter qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais c'est que ce qu'on entendait beaucoup dans la trilogie Riposte et d'autres œuvres sur les impériaux qui se battent entre eux. Donc ça on le voit dans la série TIE Fighter. Ça j'ai trouvé ça intéressant là, de voir ils sont obligés de se demander êtes-vous des loyalistes ou des traîtres, etc. Fait que c'est dans la trilogie Riposte c'était beaucoup ça là. Les rébellions, les chefs de guerre locaux, on va dire, ouais. là, puis les Stormtroopers qui faisaient juste obéir à leurs supérieurs. Fait que ça, on a ça pas mal dans la série. Sinon, autre personnage que je m'étais noté, beaucoup moins profond, mais quand même, c'est le droïde. Tout bon Star Wars a un droïde le fun dans son équipe. Ouais. La trilogie Riposte avait Monsieur Os là, qui faisait le show. Évidemment, on pense à R2D2, BB-8. Là, cette fois-ci, on a un droïde. En fait, c'est un psychologue qui est le second de l'agent Adan là, des renseignements dont je parlais tantôt. Mais il se trouve que ce droïde-là, c'est un ancien interrogateur ou tortionnaire, peu importe comment vous appelez ça. L'espèce de boule noire flottante là, qui torture Leia dans l'épisode 4. Ouais. Donc, qui a été reprogrammé. Ouais, c'est ça. Tu sais, je le disais. Là, t'as les soldats post-trauma de la Nouvelle République, tu sais, qui confient le problème puis qui se font psychanalyser par un droïde qui les a peut-être déjà torturés par le passé, tu sais. Mais ça j'ai été agréablement surpris, là. J'ai trouvé ça le fun comme concept. Puis justement, comme Erika est une ancienne impériale, ben là, à chaque fois, elle pense, est-ce que c'est ton ancienne programmation de droïde d'interrogateur ou c'est ton côté psychologue qui dit ça ou tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'était original, j'avais pas souvenir de quelque chose de ce genre-là. Dans le canon en tout cas, puis même avant, j'ai pas souvenir que les rebelles avaient déjà reconditionné un droïde de torture pour autre chose. Ouais.
C'est ça. Finalement, on a un petit peu parlé de la fin, mais c'est ça. Comme la mission finale prend une tournure de vengeance suicide pour certains des personnages, au final, la totalité de l'escadron en réchappe. Puis ils apprennent à travailler justement là, en équipe avec leurs forces, leurs faiblesses. Ils s'en trouvent plus soudés, comme tu as mentionné tantôt. La mission qui était une mission d'infiltration, d'attaque, vire en mission de secours. Parce qu'à cause d'une décision qu'Erika a prise, toute l'atmosphère de la planète est après brûlée et explosée. Mm-hmm. Je pense que c'est une planète gazière, là, un peu comme Bespin. Ouais. Et dans le fond, c'est ça. Erika, elle se dit, j'ai déjà assez exterminé de planètes puis de population comme ça. Donc là, elle fait tout pour sauver le monde puis pour arrêter la réaction en chaîne là, qui faisait que tout était après explosé. Mais c'est ça, à la fin, l'équipe est plus soudée. Erika, elle a enfin l'impression de mériter son poste de chef d'escadrille. Parce que ça revient beaucoup, hein. Le fait qu'elle trouve qu'elle ne mérite pas, qu'elle voit pas comment elle pourrait être respectée. Donc à la fin, ça, elle considère qu'elle a gagné le respect de son équipe, qu'ils savent qu'elle se sacrifierait pour eux. Parce que ça aussi, ça revient quelques fois dans le volume. Elle dit faut que je leur fasse la démonstration qu'ils peuvent compter sur moi pour me sacrifier pour eux. Là, ouais. Puis à chaque fois, elle trouve ça plate de ne pas avoir eu l'occasion de le démontrer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, bref, ça fait le tour de ce que j'avais noté pour ce qui est des spoilers. Là, okay. Je sais que, en tout cas, je l'avais mentionné très rapidement tantôt dans la partie non-spoilers, mais les batailles aériennes, je sais que tu voulais parler, là, la bataille entre Shadowwing et Alphabet. Ouais, j'ai trouvé cette bataille-là vraiment super cool, super bien décrit. Comme tu dis, c'est une bataille qui est comme une mission suicide un peu. Ça m'a fait penser un peu à vraiment les bonnes vieilles batailles spatiales qu'on voyait dans la série X-Wing. Donc ça, j'ai été agréablement surpris par ça. Je trouvais que c'était... Tu sais, il y avait même un aspect technique beaucoup, hein, tu sais, quand il parlait des forces G puis des... c'est ça. De l'inertie et compagnie. Là, ouais, non, moi j'ai vraiment trouvé que c'était très 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 bien. Ouais, c'est ça. Puis ça fait, quand il expliquait, comme tu disais en détail demain, ça me faisait beaucoup penser au style d'écriture de Michael Stackpole, qui était l'auteur de la plupart des livres de la série X-Wing. Donc ça, je trouvais ça... j'étais vraiment surpris là-dessus. Une autre chose aussi par rapport un peu au vaisseau que je trouve étrange, mais c'est la façon qu'il le décrit, ça saute au visage. C'est à quel point les droïdes qui sont à bord des chasseurs rebelles font presque tout le travail. Hein, quand tu regardes ça comparativement aux chasseurs, aux pilotes de TIE Fighter, tu sais, les TIE Fighters, c'est vraiment c'est la technique, hein, c'est beaucoup de technique, c'est la précision. Les droïdes, les chasseurs rebelles, le droïde fait toute la job. Tu sais, c'est lui qui s'occupe de mettre les shields, c'est lui qui s'occupe d'accélérer, décélérer, Le pilote, il fait quasiment rien là-dedans. Là. Ouais, elle mentionne effectivement là, qu'elle doit s'adapter là, à avoir un copilote aussi présent, je pense qu'elle dit. C'est imposant. Là. En même temps, dans le fond, il y en a dans le X-Wing, dans le Y-Wing. Est-ce que les B-Wing ont des droïdes de navigation? Je sais pas, hein. Je sais que les A-Wing n'ont pas. Les A-Wing n'ont pas de droïde, me semble. Non, je sais pas si les B-Wing en avaient. Puis bon, les U-Wing, c'est plus un gros fourgon. Là, fait que... En tout cas, c'est juste de ce qu'il décrit, je trouvais que c'était vraiment drôle. Un autre point que je veux mentionner brièvement, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé ça intéressant que ça soit mentionné. Il y a pas de Jedi dans le livre, là, mais comme on comprend, en tout cas, moi je trouvais que on comprend pourquoi que les Jedi s'est rendu un mythe au moment du réveil de la Force, de la nouvelle trilogie, parce que quand les pilotes en parlent, ils ont toutes des histoires totalement différentes des Jedi. Ils n'ont pas la même histoire. Ils ont chacun, tu sais, c'est comme des histoires qui sont toutes, tu sais, en conflit l'un l'autre. C'est comme le jeu du téléphone. Tu sais, là, que, moi j'ai entendu telle affaire, ah non, moi c'est telle affaire j'ai entendu, puis fait qu'il y en a pas un qui a la même histoire. Fait que là, tu comprends pourquoi que rendu à 30 ans plus tard,
Puis surtout que Luke, tu sais, qui s'en va en séclusion puis tout, ben... Ouais, les Jedi, c'est un mythe parce que, tu sais, personne a... Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas rien. Donc, ça, je trouvais ça le fun. Puis aussi, le fait que le Alphabet Squadron, les personnages, à un moment donné, se retrouvent dans le temple Jedi. Ça aussi, je trouvais que c'était Ouais, c'est vrai, je l'avais pas mentionné. Ils se servent d'un ancien temple Jedi comme planque. Dans le fond, c'est Hera qui avait planqué il y a longtemps des munitions, je pense, quelque chose comme ça. Fait que... Et ouais, c'est vrai que j'avais pas remarqué que le seul aspect Jedi dans cette histoire-là, c'est ça. Il y a brièvement aussi une mention de Luke Skywalker. Puis, tu sais, il n'y a aucune mention que c'est un Jedi. C'est une rumeur qu'il serait un Jedi. Donc, tu sais, il n'y a rien de c'est ça, ça n'aide pas non plus la cause de dire que les Jedi n'existent pas, là, parce que, tu sais, tout est en rumeur puis tout ça. Sauf qu'il y a un personnage, je me rappelle, qui a rencontré Luke sur Endor. Je me rappelle de ça, mais je me souviens plus du nom du personnage. Je me souviens pas si c'est Chasse ou Will. Mais il y en a un des deux qui disait qu'il avait... Parce qu'il y en a un qui était là sur Endor, qui était un des pilotes, puis qui avait rencontré Luke à ce moment-là. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Là, mais... Je me souviens plus non plus c'est lequel. J'aurais tendance à dire Nat, fait que tu vois, on est vraiment bas. Ouais, c'est ça. un des pilotes. Ouais, c'est ça. Un des pilotes a rencontré Luke. Fait que ça, c'était l'autre point. Moi, de ce que je m'attends du prochain livre, c'est d'en apprendre plus sur le groupe. D'en apprendre plus surtout sur Keras, parce qu'on sait absolument rien. Mais aussi qu'il y ait un vilain défini, là. Parce que là, le vilain qui était dans ce livre-là est mort. Donc, tu sais, j'imagine que c'est le vilain, ça va être encore les sentinelles, puis la mission de Palpatine son plan de backup, là. J'imagine que ça va être encore focusé là-dessus, mais il doit y avoir quelqu'un qui est en commande. Ils vont-tu ramener comment il s'appelait le commandant là, de Ripos, là? Rax. Gallius Rax. Ouais, je sais pas, écoute, c'est de la pure spéculation, là. Moi, j'ai l'impression que justement Alexander Freed est moins sur le thème du gros méchant de comment dire épique là, tu sais. Puis ça revient un peu à la discussion qu'on avait la semaine passée sur le canon en général. C'est plus des grosses histoires épiques. Là, on est exactement là-dedans. On suit une petite équipe de simples soldats. Il n'y a aucun Jedi, il n'y a aucun personne n'a la vue d'ensemble sur toute la guerre. Ils se contentent de faire leur job. Et ils se battent contre d'autres personnes ordinaires de l'Empire qui font leur job. Donc, là, vraiment, Alphabet Squadron a l'air de tourner autour de la chasse à Shadow Wing. Tu sais, même à la limite, Riposte, là, il chassait l'amiral, le nom m'échappe, la noire, la femme noire. Là. Bref, dans ce cas-ci, c'est pas quelqu'un qui s'en vont éliminer. Même si leur mission tourne à ça, là, parce que, bref, Nat en fait une fixation, là, il veut le tuer. Mais c'est l'escadron Shadowwing. Fait que dans ce sens-là, leur mission à la fin du livre est un échec. Ils ont tué la grand-mère, mais la majorité de l'escadron s'est enfui. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'on va tomber dans une logique de grand méchant à la Tron ou peu importe qui, là. Je pense qu'on va rester dans un concept de monde ordinaire contre du monde ordinaire. Tu sais, quand on repense à l'autre roman de Alexander Freed, Battlefront, Twilight Company, il n'y avait pas de grand méchant non plus, ou tu sais, en tout cas, c'était plutôt diffus, là. Il y avait un caméo de Vader un moment donné. Mais tu sais, c'est ça, c'était du monde bien ordinaire qui faisait des missions d'infiltration ici et là, puis de conquête, mais tu sais, qui à chaque fois affrontait du monde différent, des soldats bien ordinaires. Fait que c'est sûr que ça revient à ce qu'on disait sur le canon. Si votre gros trip au niveau littérature Star Wars, c'était des histoires épiques d'ampleur galactique, eh ben écoute, à moins que Alexander Freed, dans les 2 prochains volumes, ait une twist là, de OK, Shadowwing a une grosse importance dans la suite des choses. Mais pour l'instant, je trouve que ça s'enligne pas comme ça du tout. Non, c'est ça, effectivement. Mais bien hâte de lire la suite là, pour voir comment justement
Ça va s'enligner. Moi, c'est ça, les auditeurs qui nous suivent doivent l'avoir compris. Je suis beaucoup moins dans les histoires de Sith, de Jedi, de la Force, etc. Et beaucoup plus sur ce genre d'histoire-là de simples soldats. Moi, Rogue One, ça reste, malgré certaines déceptions, ça reste mon préféré. Puis moi, même un livre comme c'est quoi le titre, je suis sûr que tu vas rire de moi encore, Jeff, Les Gardiens des Wiz. Même Les Gardiens des Wiz, j'ai trouvé quelque chose là-dedans à mon goût, même si c'était pas le roman du siècle, là, clairement, là. Mais c'est ça, même un livre sans importance où il se passe à peu près rien. Je sais pas, moi le quotidien des gens ordinaires au travers de la guerre, c'est ça qui m'intéresse dans Star Wars. Je comprends que c'est pas le cas de tous, là. Fait que ma recommandation de lire ça, elle l'est peut-être moins, comme je disais, pour ceux qui s'ennuient des légendes à l'époque où il y avait toujours une nouvelle super weapon, une autre étoile de la mort ou un bouffeur de soleil, etc. Fait que, et un super vilain, peu importe que ce soit Tron ou un autre. Ouais. Ou un clone de Palpatine et compagnie. Ouais, c'est ça. Mais malgré ça, écoute, on n'est pas à l'abri par contre de surprises dans les 2 prochains volumes parce qu'on est dans une période quand même très peu remplie au niveau canon, là, au niveau histoire. Il y a de la place pour ben des surprises. Donc j'ai bien hâte de voir, là, mais c'est une période entre autres que Luke il est où, il fait quoi? Ouais, c'est ça. On le sait pas. Dans le deuxième volume puis le troisième de Riposte, on avait... Dans le premier, c'était des caméos là, sans importance, mais dans le deuxième puis le troisième, on a eu Leia, on a eu Han, Chewbacca, très très présent dans le 2, évidemment, avec Dette de vie. Donc, c'est ça. Qui sait, là, pour les 2 prochains volumes de celui-là, on va peut-être avoir un personnage plus dans le Big Tree ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, peut-être. Ouais, du moins, un petit caméo, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais moi, juste la présence de Hera dans celui-là m'a vraiment fait plaisir. C'est un personnage que j'avais pas trippé tant dans Rebels, mais le livre dont tu parlais tantôt, là, Une Nouvelle Aube, me l'avait fait beaucoup apprécier. C'est sûr que le public cible de la série télé là, était peut-être plus jeune que moi un peu. Mais je l'ai trouvé ça le fun de retrouver Hera après autant de temps. Bon, c'est sûr qu'elle est présente dans quelques comics là, de Dr. Aphra et compagnie. Mais je pense que pour le commun des fans et des mortels là, qui prennent juste les films et compagnie, et même les séries télé, Hera, on savait qu'elle avait survécu, parce que la fin de la série Rebels là, nous le montre. Mais au-delà de ça, on savait pas trop ce qui arrivait avec. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça le fun de voir qu'elle a continué la guerre jusqu'à la fin. Même si elle est devenue maman. Et, puis elle a plus le Ghost, hein? Il n'y a aucune mention du Ghost. Ben, il n'y a aucune mention, tu sais, ça veut pas dire non plus qu'il était pas dans le hangar du vaisseau, là. Ouais, c'est ça. Vaisseau, d'ailleurs, j'ai pas mentionné tantôt, mais je pense que c'était un classe Venator de l'époque républicaine. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, tant qu'à dire, un autre vaisseau Mon Calamari qu'on connaît pas, ou quelque chose comme ça. C'est ça, moi j'aime bien les rappels comme ça, là, les easter eggs. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que j'ai été pas pire servi avec Alphabet Squadron de ce côté-là. Excellent. Alright, donc juste avant de terminer l'émission, on va aller avec les quelques commentaires qu'on a eus sur notre page Facebook. Si je commence, on a Alexandre Bergeron que lui a mentionné que son gros problème avec le livre, c'est les personnages. À part Nath, il trouve qu'il trouve quand même badass. Il trouve que les 4 autres pourraient tous crever, puis ça lui ferait absolument rien. Puis je suis pas tout à fait en désaccord. Moi aussi, j'ai trouvé que un des problèmes, c'est justement le développement de personnages et il faut que ce soit amélioré dans le deuxième livre. Là. Je pense que d'après moi, il va sûrement avoir une section là, qu'on va en apprendre plus sur les personnages. Mais ouais, à part Hera, qui fait même pas partie du squadron, moi j'ai trouvé les autres assez ordinaires. Ensuite, on a Alan Lévesque qui nous demandait de quoi qu'on pensait de la pub à travers le roman pour la série Marvel TIE Fighter.
Moi, je dois dire que j'ai pas vu cette pub-là parce que j'ai écouté l'audiobook, j'ai pas vu le livre, donc je sais pas comment c'est présenté dans le livre. Je sais pas si toi t'es au courant. Non, mais tu sais, moi c'est plus sur le concept de faire un tie-in avec Marvel. J'ai été un peu comme toi, légèrement déçu du résultat, mais sur le principe, je trouve ça le fun. Fait que il y avait une publicité sur les comics qui disait là, toutes les, que c'est un tie-in avec le roman, donc je sais pas, je trouve ça tout à fait normal qu'au niveau du roman, il y ait l'inverse, qui disent si vous voulez savoir d'où vient le shadowing, etc., ben faut dire aussi, on l'a pas mentionné dans l'émission, mais tu sais, ça reste que du côté de l'Empire, on n'avait pas vraiment ce genre-là d'escadron avec un nom là, spécial, puis qui font des missions juste à eux, là, on va dire. Fait que il y en avait dans l'ancien canon avec Suntirfell là, qui faisait partie de la 181e escadron, je pense, c'est une affaire de même. Dans les jeux TIE Fighter, puis ouais, en tout cas, ça remonte trop loin. Ben c'est ça, dans le canon, tu sais, j'ai trouvé ça le fun de la manière que c'est amené dans la série comics. Hein. Mais c'est ça. Moi, je trippe au bout sur ce genre de cross-média-là. Donc, aucun problème avec la publicité dans un ou dans l'autre. Ensuite, quel autre commentaire? On a Loïc qui nous dit qu'il n'y a pas d'avis sur le livre parce qu'il ne l'a pas encore lu, mais en tant que fan des séries Legend, Comics, Rogue Squadron et des romans X-Wing, il a hâte de découvrir cette série et encore plus les comics TIE Fighter. Donc, oui, ben, comme je l'ai mentionné, moi, qui a encore les histoires de X-Wing dans la tête de la section Legend, là, de l'ancien canon, j'ai été déçu avec ce livre et la série TIE Fighter. Mais bon, ça c'est moi, je dirais que je suis pas capable de décrocher. Pas que je suis pas capable de décrocher, c'est que veux pas, je compare tout à ce qui a été fait avant. T'sais, c'est la même affaire avec la nouvelle trilogie de Tron, ben je compare à ce qui a été fait avant. Puis pourtant, c'est... Il y a peut-être des thérapies pour ça, Jeff. Ouais, c'est ça. Puis, écoute ce que disait Kylo Ren, laisse mourir le passé. Ouais, c'est ça. Je suis pas capable. Ça a l'air que je suis pas capable. Ouais. Mais bon, je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a comme commentaire sur le livre. Mais tu vois, Loïc mentionnait aussi en fin de commentaire qu'il voulait voir enfin le côté des méchants. Oui. Donc ça, autant dans la série qu'un petit peu dans le livre quand même, cet aspect-là. Je le mentionnais tantôt, mais Rika, comme elle dit, elle et son escadron combattent pas tant en tant que fanatiques de l'Empire, mais ils combattent pour eux, en tant que frères d'armes. Donc c'est ça, on le mentionnait aussi dans une autre émission, mais depuis le nouveau canon, c'est beaucoup ça. Hein, la zone grise est beaucoup plus grande. L'Empire, c'est pas tous des gros méchants là, à la Vador ou à l'Empereur. Donc c'est ça, c'est encore quand même présent pas mal dans cela, même si on suit une équipe de la Nouvelle République. Et juste une petite chose, je veux mentionner. Danny, notre suprême leader sur la chat, il mentionne sa théorie. Le fils de Hera est à l'Académie de Luke. Hein? Et okay, ouais. Il est devenu soit chevalier de Ren ou il est devenu un barbecue quand le temple Jedi a brûlé. Ah! Très bonne. C'est bon, je pensais qu'il allait faire une mention à la couleur des cheveux. Là, ça m'avait marqué, mais bon. Ah, non, même pas. Non. Alors, donc, c'est sur ce que nous allons terminer l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct, sur l'article de notre page Facebook, de notre compte Twitter, de notre compte Instagram, chaîne YouTube, ou même sur l'article de l'épisode qui va être sur le site de starwars.direct. Prochaines émissions, nous avons un Star Wars en direct régulier qui est prévu d'être enregistré la semaine prochaine. Nous avons aussi un sur la critique de Tron Treason qu'on va faire bientôt. Donc c'est pas mal ça.
Petit rappel pour la boutique Star Wars en direct. Donc, si vous allez sur starwars.direct section boutique, vous pouvez vous procurer des t-shirts Star Wars en direct ou des tasses si vous êtes aussi en Europe. On vous rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Cycla.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.